pertinence du PER, plan épargne retraite. Mon taux marginal d'imposition est actuellement bas. Est-ce intéressant? Réponse? Non. Voilà. Merci Nico. Faut bien choisir ses SCPI. Faut diversifier. Tu peux regarder sur Finari quels sont les SCPI les plus populaires. Je pense que tu auras des bonnes idées. Il y a des SCPI qui montent très fort, les SCPI sans frais d'entrée, etc. Alors là, j'ai envie de te dire, attends, tu me soumets ton profil et ça fait 75 vidéos que je fais littéralement à vendre du PEA. Là, c'est pas possible. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine un peu particulière puisque j'ai demandé à un ami qui habite à La Réunion de prendre un avion, de venir dans le studio et de me donner son avis sur ce profil-là en particulier. Salut Nicolas. Salut Mounir, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Nicolas Chéron qui analyse les valeurs depuis très très longtemps. Où est-ce qu'on peut te retrouver Nico avant de plonger dedans? Tu peux me retrouver sur Twitter, je crois que les gens sont au courant. Tu peux me retrouver un peu sur tous les réseaux sociaux et puis principalement sur ma newsletter, sur nicolaschéron.fr. Tu reçois 2 newsletters par mois, à chaque fois avec des sujets bien différents, traités par des spécialistes, donc venez nous rejoindre. Trop bien, on va mettre le lien dans la description, inscrivez-vous si ça vous intéresse. Ingénieur et stock picker qui vise le FIRE avec un patrimoine massif, 2,1 millions d'euros. Est-ce qu'on va pouvoir l'estampiller sans héritage? À voir, pas sûr. Pas sûr, je vois son âge là, 28 ans. À 2 millions d'euros, je pense que malheureusement, tant mieux pour lui, ou je sais pas, en tout cas il y a un héritage. En tout cas il y a 1,2 million d'euros d'IMO, 776 000 euros d'actions et de fonds, franchement c'est propre, c'est énorme, hein, c'est énorme, hein. Et 125 000 euros de crypto, et après un petit peu d'autres choses qu'on va découvrir. Le profil ingénieur en informatique de 28 ans, ouais clairement avec un salaire de 2100 euros par mois, c'est pas comme ça qu'il a, à part s'il a acheté je sais pas du bitcoin très très tôt. Donc 2100 euros de salaire, plus 925 euros de location d'une partie de ma résidence principale, propriétaire à 85% d'une résidence principale avec mon frère, copropriétaire à 50% d'une autre maison avec mon frère, bénéficiaire d'une donation immobilière à hauteur de 50%, aucune dette ou emprunt. Bon bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un héritage et on va voir ce qu'il peut en faire. Je pense que d'ailleurs ça lui apporte pas mal de soucis parce que avoir un aussi gros patrimoine, ça va déclencher des thématiques d'impôt sur la fortune immobilière, de plein de choses en fait et de gestion tout simplement. Ouais. À 28 ans, c'est pas évident. C'est normal qu'il se soit posé des questions. Après voilà, c'est quelqu'un 60% d'IMO, 36% d'actions. Ouais, c'est assez équilibré. C'est assez équilibré, c'est plutôt propre. Je crois avoir compris qu'il veut s'arrêter d'ici quelques années et toucher un peu des rendements de toute cette manne qu'il a de côté. Donc, qui est déjà conséquente. Beau profil. Beau profil. Objectif, tiens, tu le disais, retraite anticipée dans 5-10 ans avec un revenu passif initial de 2 000 euros par mois, visant 4 000 euros en 10 ans. Je pense qu'il y est déjà. Ouais, voilà. Sans faire des calculs d'apothicaire. On va faire les calculs d'apothicaire parce qu'avec Nico, on aime quand même bien manipuler un peu le chiffre. Là, franchement, je te le dis entre nous, t'y es. C'est juste que tu peux pas encore le voir, mais on va te le démontrer. Et je pense que t'y es, mais largement en plus. Hein. Mais bon, tant mieux. C'est plutôt une bonne nouvelle, donc tu peux que faire mieux. Investissement mensuel de 1350 euros, c'est pas mal, hein, c'est énorme. 1300, quasiment la moitié de son, un peu moins de la moitié de son salaire. 1250 euros en ETF, World Quality Emerging Markets. Semi-conducteur. Pour ou contre les ETF thématiques? Pour, dans le sens où il faut être à l'aise avec ce qu'on fait en fait. Tu vois par exemple, il va choisir un World et un Quality parce que le Quality en ce moment fait mieux. Ouais. Sauf que si tu regardes sur le moyen long terme, le Quality va plus baisser dans des périodes de correction. Donc en fait les deux vont se lisser, se compléter et pourquoi pas. Quand même être assez proche, je pense. Oui. L'emerging markets, ça c'est... tout le monde y va. C'est un choix. Hein. Il y en a qui vont tester, il y en a qui vont garder. Peut-être qu'un jour certains vont performer. Voilà, tant que c'est pas une poche énorme, tant que c'est pas prépondérant dans la poche, ça passe. Et semi-conducteur, je pense que c'est pour la petite note de tech avec ce qui se passe ces dernières années dans le secteur. L'emerging market, c'est un peu la pizza aux ananas des ETF, franchement. C'est les puristes vous diront que ça n'a rien à faire dans une allocation, mais les gens aiment bien quand même, c'est un petit goût sympa. Ouais. La réalité, c'est que ça sous-performe malheureusement, alors en fonction des périodes, mais en ce moment, c'est plutôt la claque, mais peut-être que ça va se retourner. 100 euros, Bitcoin, Ethereum en crypto, bon ça c'est vraiment le classique qu'on voit beaucoup, que je fais d'ailleurs aussi à titre perso, le plus simple. Moi je fais 100 euros par semaine, mais bon c'est la même idée. Stock picking axé sur les dividendes, sur son PEA et son PEA PME, croissance et rendement, je laisse couler. Ok, donc c'est ce que tu disais en fait dans une autre analyse qu'on a faite il y a quelques semaines. C'est stock picking, c'est pas du trading en fait, c'est du long terme quoi. On prend des belles valeurs et après on laisse, on espère un retracement ou une correction de la valeur. On investit à long terme sur des belles valeurs. Sur des belles valeurs évidemment. Et on regardera ça ensemble pour voir si ce sont des bonnes valeurs, si les fondamentaux sont bons, etc. Il marque quelque chose qui m'a fait tiquer. Je laisse couler.
Alors normalement c'est je laisse fructifier. Hein. Okay. Je laisse oui, c'est un peu dans le mauvais sens. La gravité, tout ça, c'est pas. On va regarder ça. C'est pas terrible. Assurance vie, investissement en obligation, je laisse couler aussi. Bon bah j'espère que faut quand même regarder où ça coule. Plus envisage les SCPI, bah oui, vous pouvez investir en SCPI. Il y a une bonne partie des SCPI qui sont souscrites via des assurances vie. Alors on me dit souvent c'est génial, regardez les SCPI, vous pouvez les souscrire via l'assurance vie. Du coup il y a de la liquidité. Sauf que ce qui s'est passé là depuis 1 an, c'est que les assureurs ont bloqué les rachats, donc n'ont pas honoré tout simplement exactement les demandes de sortie. Donc il y a des gens qui se sont pris des baisses de parts successives, qui ont demandé il y a 1 an de sortir ou il y a 6 mois et qui se sont pris de baisses de parts depuis parce qu'en fait le carnet d'ordre il est vide. Donc ayez bien conscience que la SCPI ce n'est pas un support liquide. C'est pas dire que c'est pas un support qualitatif, mais c'est pas un support liquide, que vous soyez en SCPI, en assurance vie pardon, ou en direct. C'est un peu la même histoire. L'assureur il a pas envie de jouer la contrepartie, surtout quand il y a des baisses de parts successives. Donc vous êtes tanké. Si la SCPI est pas bonne, vous pouvez vous prendre du moins 30, du moins 40%. C'est tout à fait possible. C'est ce qui s'est passé sur des grosses SCPI. Sur une quarantaine de SCPI. Ouais, c'est un massacre qui sont sur des secteurs, notamment les SCPI sectoriels. C'est super dangereux parce que quand le secteur va bien, vous payez super cher les actifs. Quand le secteur va mal, vous vous faites éclater sur tous vos biens. Les SCPI aussi de bureaux qui ont voulu acheter du bureau à tout va à Paris. Bon ça, c'est la catastrophe. La défense, il est déjà bien chargé en IMO quand même. Il est déjà bien chargé en plus. C'est vrai. T'as eu tes biens. Est-ce que t'as envie d'y aller? Pas sûr. Je vous coupe dans la vidéo car j'ai une annonce importante à vous faire. Je lance dès aujourd'hui mon compte Instagram. Sur ce compte, je vais vous partager les coulisses de la chaîne YouTube et de Finari, des contenus exclusifs sur l'investissement que vous ne trouverez pas sur YouTube, des nouvelles fonctionnalités en avant-première. Chaque semaine, j'y répondrai aussi à vos questions. Je compte sur vous pour vous abonner et si vous avez des amis qui sont intéressés par la finance, partagez-leur le compte. Je vous mets le lien en description et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Allez, on regarde ton cash flow. Tu nous as dit, donc tu as ton salaire et tu as des loyers que tu touches par ailleurs. Ton investissement mensuel, très propre, action crypto, là, pas de surprise. Pas de matelas de sécurité, tiens, tu mets pas dans ton... On va voir si tu as un livret ou quelque chose pour assurer un peu tes arrières. Surtout que tu as des biens, donc tu peux vite avoir quelque chose qui casse, etc. Donc le fonds de roulement, il faut avoir un fonds de roulement quand on a de l'immobilier parce qu'il y a toujours des problèmes. Les gens qui vous disent que l'immobilier c'est un investissement passif, c'est pas des revenus passifs, l'immobilier c'est des revenus que vous avez gagnés à la sueur de votre front parce que vous allez toujours avoir des problèmes. Il n'y a pas de fuite d'eau dans les ETF aux dernières nouvelles, par contre des fuites d'eau dans les appartements, il y en a tout le temps aussi. D'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo sur les déboires de mes biens immobiliers, franchement c'est un massacre en ce moment. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse ça parce que c'est vraiment un film d'horreur. Logement, forcément il n'y a pas grand chose parce que c'est que des charges, t'es propriétaire, vie quotidienne, c'est pas énorme non plus, 100 € de resto, voilà. Il a des petits budgets au regard de son patrimoine total. C'est vrai Après, que il est dans du Fire puriste. Il est dans du Fire puriste, il y a quand même 10 € de Finari, ça c'est important. Oui. On me dit souvent Finari c'est trop cher, mais les amis c'est pas trop cher, c'est 10 € par mois. Regardez là, il y a même ChatGPT c'est plus cher. Bon, j'avoue que c'est super ChatGPT. Mais en tout cas, c'est pas très cher, t'as un pass ciné, ça c'est pratique, et après un petit peu de plaisir, voilà. Mais c'est vrai que le budget est pas très conséquent. Ouais. Mais en fait il est tight parce que son revenu n'est... Enfin, attention, on s'entend, 2700 € par mois, c'est pas non plus un petit revenu, mais c'est pas non plus un revenu important, conséquent. Donc il vit en fait en lien avec ses revenus, mais pas forcément en aligné avec son patrimoine. Ce qui est plutôt bien, je trouve, en fait. C'est bien, en fait, si c'est quelqu'un effectivement qui a touché un patrimoine et c'est pas dit je vais le dilapider, en faire n'importe quoi, augmenter mes dépenses, je vais plutôt avoir la chance à 35 ans d'arrêter complètement de bosser. Ce qui est son objectif. Magnifique. On va passer aux questions, mais on va regarder ton patrimoine au fur et à mesure parce que tu nous as mis une tartine de questions. On commence. Question, futur SCPI et IFI évalue l'opportunité d'investir dans des SCPI préoccupés par les implications fiscales de l'IFI. J'ai envie de te dire, préoccupé, il n'y a pas besoin de se préoccuper. De toute façon, ça rentre dans l'IFI, donc c'est à toi maintenant de savoir si tu veux faire de la SCPI qui est plus passive, c'est vrai. Et surtout, la SCPI, t'achètes une SCPI, tu peux avoir 200, 300, 400 immeubles qui peuvent avoir 500, 800, 1000 locataires différents, qui sont des sociétés, pas des particuliers. Ça peut être diversifié en Ile-de-France, en France, en Europe, voire au-delà de l'Europe, contre avoir un bien ou deux biens immobiliers, ou alors là, si tu te prends un problème, un locataire qui paye pas, c'est tout de suite le gros manque à gagner. C'est vrai que ça peut être intéressant, par contre, les SCPI, attention, en ce moment, c'est un peu le bain de sang, donc faut bien choisir ces SCPI, faut diversifier. Tu peux regarder sur Finari quels sont les SCPI les plus populaires. Je pense que tu auras des bonnes idées, il y a des SCPI qui montent très fort, les SCPI sans frais d'entrée, etc. Mais il faut diversifier surtout. Faut prendre des SCPI, je pense, nouvelles, qui sont intéressantes. Faut aussi prendre des acteurs qui sont là depuis longtemps, parce qu'eux, ils ont prouvé qu'ils arrivaient à payer un rendement sur 15 ans, 20 ans, 15 ans plutôt. Mais en tout cas, faut bien choisir. Alors, regarde la deuxième question, et après, on part dans ton patrimoine. Pertinence du
PER, plan épargne retraite, mon taux marginal d'imposition est actuellement bas. Est-ce intéressant? Réponse? Non. Voilà. Merci Nico. Non, le PER, on dit qu'il faut une TMI supérieure à 30% pour que ça commence à devenir intéressant. Voilà, alors je vous donne, vous pouvez lire 14 000 articles sur le PER, je vous donne le truc en 2 secondes. C'est ce que Nico a dit. Si vous êtes à plus de 30%, c'est intéressant. Le plus intéressant, c'est si vous êtes à 41% ou plus et que après, au moment de la retraite, vous prévoyez une forte baisse de vos revenus. Là, c'est intéressant parce que les revenus sont refiscalisés à la sortie. Mais vu qu'ils sont refiscalisés avec une TMI plus basse, ça va. D'autant plus qu'on a fait travailler la somme pendant 20 ans, 30 ans. Super longtemps. Par contre, attention, ne me sortez pas un PER avec 80% d'obligataires si vous avez 28 ans. Si vous prenez pas de risque dans le PER, c'est qu'il y a vraiment un problème fondamental ou alors qu'on vous a vraiment mal conseillé. Parce que si vous pouvez prendre un risque dans un endroit, c'est bien cette enveloppe-là. Complètement. Là, t'as 40 ans littéralement, un peu moins, mais t'as quasiment 40 ans devant toi. Mais dans ton cas, comme l'a dit Nico, je pense pas qu'il y ait un intérêt très fort. Et là, on va alterner entre les questions et ton patrimoine. Tout de suite l'immobilier, bon là c'est magnifique, on dirait le Tourmalet, tu sais le truc du Tour de France avec les difficultés. Bah ton patrimoine monte en ligne droite, plutôt sympa. La résidence principale, la résidence secondaire et un parking que t'as pas valorisé d'ailleurs, je pense qu'il a une valeur. En fait là, c'est toi à un moment qui va devoir te poser la question, peut-être que tu vas nous la poser après, ce que tu veux faire de cette IMO. C'est vrai qu'aujourd'hui t'es très concentré là-dedans, ça dépend où il est, est-ce qu'il est bien placé, il y a une belle plus-value là-dedans, vu que c'est ta résidence principale, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi. Il y a peut-être des frais importants vu la taille de la résidence principale. Après, s'il veut être fire dans 5-7 ans, c'est la question qu'il faudra se poser en fait. Elle fait 112 mètres carrés la résidence principale. Elle fait 112 mètres carrés et alors là, je sais pas si c'est la date d'achat, si c'est sa date d'achat ou si ça lui a été transmis. Ah oui. On sait pas. Est-ce que tu nous poses une question sur la résidence? Ah bah voilà. Désenchanté par l'immobilier en raison de la fiscalité et des frais. Je vous promets qu'on n'avait pas regardé ce truc-là. Quelles sont les meilleures façons de diversifier mon portefeuille tout en minimisant ses coûts? Bah, j'ai envie de te dire, tu peux aller sur du financier qui est liquide, plus volatile évidemment. Quoique l'immobilier, ça a perdu quand même 10% à Paris. Ça s'est fait bien ouvrir aussi dans des grandes villes comme Lyon, comme Bordeaux. Donc c'est pas non plus quelque chose qui monte sans cesse, c'est juste que c'est très lent en fait en termes de transaction. Une transaction immobilière c'est entre 4 et 6 mois, donc ça dure. Donc tu peux aller sur du financier, tu peux aller sur de la SCPI si tu veux faire de la pierre papier. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? On le verra, mais peut-être que s'il veut quitter Paris pour pouvoir avoir des frais moins élevés par rapport à sa résidence principale et qu'il veut partir faire son fire en province et acheter une petite ferme avec un autre ami qu'on a vu il y a pas très longtemps, notre ami suisse, 400 €, il va récupérer de la liquidité. Beaucoup. Et il va pouvoir réinvestir cette liquidité. Après, tu l'as dit depuis tout à l'heure, les SCPI, bien choisir, pas trop de frais, diversifier. Oui, parce qu'il y a des frais sur les SCPI, attention. Hein. Il y a une bonne règle que j'aime bien utiliser, c'est en gros, si votre mensualité, elle est inférieure à votre coût, à votre loyer, enfin à votre loyer théorique, votre mensualité théorique et votre loyer théorique, ça peut être intéressant d'acheter. À Paris, typiquement, aujourd'hui, votre mensualité, c'est le double d'un loyer. Donc ça n'a aucun intérêt d'acheter. Vraiment, je vous le dis comme ça, ça n'a aucun intérêt financièrement d'acheter. Ça veut pas dire qu'il faut pas acheter si vous avez envie si vous voulez absolument être propriétaire de votre résidence principale, libre à vous. C'est juste que ce n'est pas la meilleure décision financière que vous pouvez faire. Par contre, si tu vis à Saint-Étienne ou dans des villes peut-être où la tension, le rendement locatif est très élevé, généralement c'est ces villes-là où il faut acheter sa résidence principale. Non, puis il y a des gens qui sont ric-rac dans leur budget. Du coup, ils étaient locataires, ils vont passer propriétaires. Ils vont être dans leur propre logement. Oui, mais ils se prennent des charges potentielles qui peuvent aller avec, et puis ils partent plus en vacances. Donc est-ce qu'il faut s'empêcher de vivre pour devenir propriétaire d'un logement à des prix élevés, avec des taux élevés, avec des risques qui... Ça se renégocie les taux, mais c'est vrai que c'est chaud en ce moment. Tiens, résidence principale actuellement à Paris, faut-il vendre pour acheter dans une région fiscalement plus avantageuse? Alors fiscalement, peut-être que tu parles des impôts locaux. Encore Paris, c'est pas le pire, j'ai envie de te dire. Non, c'est pas la fiscalité qui va changer, c'est le coût global des charges de l'appartement, de sa grandeur, etc. Là, avec le budget que tu peux acheter quelque chose de très très sympa dans n'importe quelle région de France. Donc là, mais comme l'a dit Nico, c'est vrai qu'un fire, par définition, il va plutôt essayer de se mettre, d'avoir un coût d'opération, j'ai envie de dire, assez faible pour pouvoir profiter au maximum. Et il part habiter dans le Perche, là, c'est bon. Ah, c'est cher le Perche, franchement, faut plutôt aller... Franchement, il y a tous les Parisiens dans le Perche. C'est le mix parisien, mais à la campagne. C'est ça. Franchement, si tu as envie de croiser tous les gens de ton quartier du 17e dans un coin paumé, tu vas dans le Perche. Et... c'est très sympa, j'adore le Perche, mais c'est le Paris qui se déplace en campagne. Allez, on va regarder ton portefeuille boursier quand
même parce que Nico est venu pour ça. 777 000 €. Si on regarde par support, on voit qu'il y a une assurance vie, un compte titre, un PEA, un PEA PME et c'est un PER retraite. Peut-être. Peut-être que c'est un PER. Non, c'est une assurance vie, tiens, voilà. Assurance vie. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tiens, il y a des petits décrochages. C'est très propre son assurance vie parce que c'est la base. MSCI World. MSCI World, produit structuré, je suppose, sur l'inflation. On va regarder, ouais. Avec des échéances. Ça a été souscrit en mai 2023, okay. On va voir. Et de l'obligataire. De l'obligataire. C'est top. C'est la sécurité, c'est quelque chose de bien pondéré. Non, c'est top. Je suis allé regarder le produit structuré. En fait, le produit structuré, qu'est-ce que c'est? C'est un produit dérivé qui va vous permettre de toucher un coupon en contrepartie d'un certain scénario qui va se réaliser. Et donc, concrètement, vous allez pouvoir vous protéger contre une baisse éventuelle. C'est ce qu'il faut retenir. Vous pouvez protéger complètement votre capital, partiellement. Et vous avez donc des scénarios avec différentes possibilités qui peuvent se réaliser. Et donc, ici, en gros, l'investisseur joue l'inflation. Donc, en comparaison à un investissement sans risque, qu'est-ce que c'est? Ce produit est conçu pour bénéficier d'une hausse de l'inflation. Si l'inflation augmente, l'investisseur peut s'attendre à un rendement. Cependant, il est important de noter que si l'inflation diminue, aucun gain ne sera réalisé. Mais il n'entamera pas son capital. Exactement. Donc, j'ai envie de dire, ce truc-là, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a quand même des frais dans un produit structuré. Les frais peuvent être importants. J'avais fait un talk avec un broker de produits structurés. Donc, en fait, c'est lui qui va construire le produit structuré avec les émetteurs et qui va ensuite le vendre, enfin, qui va le faire pour des CGP ou des banques. Donc je vais vous mettre le lien juste ici. C'est intéressant, ça peut être intéressant. Tu l'as dit, il y a une protection en capital. Attention, il y a des frais. Si ça vous paraît complexe, si vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de jouer sur l'inflation, franchement, vous n'avez pas besoin d'y aller. Vous n'avez pas besoin d'y aller, c'est ça la vérité. Produit structuré, c'est un produit. C'est original. C'est original. Tout. Il a compris que l'inflation était. Ouais, c'est un thème quoi. C'est un thème. Là, il joue un thème clairement. Donc voilà. L'inflation, c'est clairement un mot à la mode. Compte titre chez Trade Republic. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Super broker. Super broker, voilà. Tu n'es pas du tout biaisé. Ceci est un message en collaboration. Exactement. Mathias Bacchino. Donc là, là c'est la foire. Là, c'est la foire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, j'ai déjà vu ça chez un lecteur. Tu vas tu fais des ETF, pourquoi? Pour avoir un panier au sein de ton ETF. Là, il nous a fait un panier de panier. Il nous a fait un panier de panier. En fait, il fait du stock picking et de l'investissement ETF picking sur des outils passifs. C'est vrai que c'est étonnant. Hein. On est en ETF King, alors. Il y a quand même un ACWI qui est parfait. AWI, pour rappel, qu'est-ce que c'est? Là, on est sur World Total. Il y a Emerging Markets dedans par rapport à un World classique. Donc c'est la petite subtilité. Par contre, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un World. Il y a un World Quality. Alors là, il nous a fait... je ne connais pas le mot. Tu sais, il y a doublon. Là, on est dans quadruplette. Je sais pas si c'était des essais, peut-être des lignes qu'il n'a pas voulu couper pour ne pas passer par la case fiscalité. Oui, parce que là il est en plus-value sur tout à peu près. Donc, mais tout est redondant là en fait. On a du MSCI. Il n'y a que le corporate bond en fait qui est le premier qui sort du lot parce que c'est littéralement de l'obligataire. Ouais. En fait là, il a 7 lignes qui peuvent pratiquement se résumer en une. Qui devraient se résumer en une. Parce qu'il y a des frais de transaction à chaque fois quand même. C'est pas gratuit tout ça. Alors s'il est en DCA, après ce sera gratuit. S'il est en DCA, mais à voir. Hein. Et après, encore une fois, tu peux avoir 3, 5, 7 lignes ETF dans ton compte titre. Mais parce que là, j'ai pas encore fini de scroller. Hein. Là, il y en a 30. Parce que là, regarde, il y a là, il y a un Nasdaq. Après, j'ai l'impression que tu as voulu tester en fait. Parce que là, il y a typiquement, on va faire un truc. On va regarder 500. Tu as 4 fois le mot 500. Tu as 4 S&P 500 en fait qui apparaissent. Alors, tu vas me dire, oui, mais attends, il y a des petites subtilités. Il y a secteur, enfin, il y a la FinTech, il y a l'info, il y a le truc. Mais bon, c'est à peu près la même chose. Il devrait rester 5 lignes. Il devrait rester 5 lignes. 45. Et puis. Et t'as quand même un Bouygues et un Crédit Agricole français qui se sont perdus ici. C'est peut-être des actions offertes. C'est peut-être des actions offertes de parrainage. Pas de bol. Mais moi j'ai eu du Tesla, c'est plus sympa quand même. Mais tu pourrais le mettre dans un PEA, ça si c'est pas le cas. Enfin là tu peux pas les transférer, mais n'achetez pas des valeurs françaises dans un compte titre, mettez-le dans votre PEA directement, c'est quand même plus simple. On est en juin, hein. L'été arrive, les élections américaines derrière, c'est la période parfaite là pour l'opération cleanage. L'opération, voilà. Nettoyage. Exactement. Un grand coup de balai là-dedans. Allez, on va repasser aux questions avant de continuer. Pax en
également vu, cela affectera-t-il ma situation fiscale, notamment en relation avec le PER? Alors, est-ce que ça affectera ta relation fiscale, enfin ta situation fiscale? Bah oui, parce que tu rajoutes une part. Si tu gagnes 2000, qu'elle en gagne 10, bon bah tu risques d'avoir là, c'est pas terrible. des impôts qui montent. En fait, c'est simple, c'est si elle gagne moins que toi, c'est une bonne nouvelle. Si elle gagne plus que toi, c'est une mauvaise nouvelle pour elle, j'ai envie de dire. C'est toujours une bonne. Mais ça reste quand même une bonne nouvelle dans l'absolu. Faut pas se paxer par. Mais s'il y a un écart important, que lui gagne 2 et elle gagne 10, ça va permettre de faire baisser. Ça, son impôt, elle. Ouais, donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Pour le PER, bah, clairement, il y a un impact puisque les déductions et les intérêts ne sont pas refiscalisés à la sortie en cas de transmission. Oui. Donc concrètement, si tu meurs. Il a 28 ans. Voilà. Donc je pense que bon, la question se pose pas vraiment. C'est important de planifier à l'avance, mais là, il y a peut-être 3 coups d'avance sur un scénario qui est en plus. On rappelle que ta TNI n'est pas hyper élevée. Alors ça pourrait changer du coup avec. Voilà. Si elle gagne beaucoup d'argent, il y a peut-être intérêt de garder le PER, de faire baisser l'assiette fiscale, de faire quelque chose. Si elle a un revenu qui est pratiquement équivalent au sien, qu'il n'y a pas un changement de TMI, etc., il peut réallouer l'argent qu'il a son PER sur une autre poche. Exactement. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'il y a un PEA? Parce qu'en fait, avant de parler PER, est-ce qu'il ne devrait pas déjà remplir son PEA? Quels sont les avantages et inconvénients d'avoir des ETF dans un PEA par rapport à un CTO? Alors là, j'ai envie de te dire, attends, tu soumets ton profil et ça fait 75 vidéos que je fais littéralement à vendre du PEA. Là, c'est pas possible. C'est clair. Là, tu m'as pas écouté, franchement. Non, attends, t'as pas de PEA ou pas? Parce que peut-être que t'en as un et juste tu. Si tu as arrêté dans un instant. Non, voilà, exactement. Alors, tu en as un, c'est assez intéressant. T'as un PEA. Donc, quels sont les avantages? Donc, on va regarder ton PEA après. Bah, c'est très simple, mon ami, c'est la fiscalité. En gros, généralement, ce qui va se passer, c'est que les frais de transaction sur un PEA vont être plus élevés que sur un compte titre. Ouais, un tout petit. Voilà, tu peux avoir des brokers qui sont vraiment pas chers. Nicolas dit, certains brokers font des. Enfin, tu payes pas de frais de transaction si t'es en DCA. Le PEA, c'est plus cher. Tu payes généralement plusieurs euros, voire plusieurs dizaines d'euros, voire plusieurs centaines d'euros par ordre si tu fais des très gros ordres. Maintenant, ce qui est vraiment important, c'est qu'à la sortie, tu ne seras pas fiscalisé de la même façon. D'un côté, c'est la flat tax, ça c'est le compte titre. Tu peux pas vraiment y déroger. Donc 30% pour l'instant. Ouais. 30% pour l'instant. Attention, si il y a changement de gouvernement, etc., on pourrait. Enfin, c'est un des premiers trucs qui sautera la flat tax. Je vous le dis tout de suite, parce que c'est clairement, qu'on le veuille ou non, c'est un cadeau quand même pour les gens qui ont de l'argent. C'est juste la réalité. C'est très bien parce que pour nous tous, on en profite, mais c'est clairement quelque chose qui politiquement n'est pas populaire, donc ça sautera. Est-ce que ça va sauter dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans? On n'en sait rien. J'espère que ça sautera jamais, mais en tout cas, ça peut sauter, mais en tout cas, maintenant, c'est 30%. Le PEA, tu paieras pas l'impôt sur le revenu, tu paieras que la CSG-CRDS, donc 17,2. Donc forcément, 40% d'impôt en moins, c'est conséquent. Donc la différence, c'est ça. C'est soit tu veux payer 30% d'impôt à la sortie, soit tu veux payer 17%. Je pense que le choix est assez vite fait, sachant que tu as un plafond, mais à mon avis, tu l'as pas atteint. T'es limité. Ah si, tu l'as atteint. Si, tu l'as atteint. Limité un peu plus sur les en PEA. Et puis, ça dépend s'il a une poche de cash. J'ai pas eu l'impression qu'il ait une poche de cash si importante. Tu veux dire en général? En général, on va regarder, c'est un bon point. Tac. Tu vois, il a 3000 sur des comptes bancaires. Il y a du fonds euro. Il y a 3000 euros. Il y a du fonds euro. Tu peux considérer que c'est un peu du cash parce que c'est rachetable sous 72 heures généralement. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il peut avoir de l'argent et garder une certaine somme sur son compte titre parce que ça, il pourra retirer de l'argent dessus. Alors que si le PEA, il l'a depuis moins de 5 ans, c'est vrai. Il peut pas sortir d'argent. Il peut le sortir, mais il casse le compteur. Donc en fait, c'est simple. C'est est-ce que tu as besoin de cet argent à court terme? A priori, tu nous as dit que tu étais à 5-10 ans, donc je ne vois pas d'obligation. Donc pour toi, effectivement, tu as tout intérêt à maximiser ton PEA. Maintenant, le problème, c'est que tu es déjà au... Enfin, le problème, c'est pas un problème, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu es déjà au maximum des versements. Parce que t'es à 136 et t'as une moins-value. Donc pour moi, t'es à 150 000. Enfin, t'as mis 150 000. Le problème, c'est plutôt les valeurs. Ouais. Là, il y a une énorme part de téléperformance qu'on a commenté en long, en large. Téléperformance, c'est vraiment le couteau qui tombe. Sur pondération d'une valeur baissière. Valeur baissière c'est le value trap par définition. C'est le value trap, c'est vrai. C'est le value trap. Si on va juste regarder le graphe, on va pas s'attarder dessus, mais voilà, c'est ça le value trap. C'est que ça a été à 400 et depuis, c'est la chute libre. Qu'elle se relèvera, mais c'est pas ce genre de configuration qu'il faut que sur lesquels tu focalises dans la partie stock picking. En fait, c'est dommage parce que très beau portefeuille global, l'allocation est bonne, les poches sont bonnes, mais quand tu fais le capot,
Le compte titre, tu vois 45 ETF au lieu de 5. Et le PEA, tu as aussi du Kering. Donc même chose, la pire valeur de son secteur. Pire valeur. Souvent, il faut acheter ce qui est rare et cher. Il faut acheter les valeurs fortes et les plus chères. Il faut délaisser les plus faibles. Donc c'est assez dur ça psychologiquement d'acheter ce qui est cher. Bah ouais. Du coup, il faut acheter Nvidia. Ouais, peut-être. Mais quand tu regardes la perf comparée de Hermès et de Kering sur un an, t'as perdu 40% de performance là-dedans. Hermès, c'est magnifique en ce moment ce qui se passe. C'est un film quoi. Donc voilà. Je ne sais plus au historique et Kering, elle est déjà à moins 40% par rapport à son plus haut. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ruby, qu'est-ce que t'en penses? Ruby s'est relevé ces derniers temps. Il y a du dividende. Il y a eu un retournement de moyen terme. Il l'a acheté, je pense, à 24 €. Le retournement. Il y a un beau dividende. Et tu vois, ça, typiquement. Il est en plus-value d'ailleurs. Hein. Voilà. La valeur a touché son creux, le coût s'est planté, elle s'est retournée, les résultats étaient bons, le rendement est là. Là, ok. Société Générale, moi, les bancaires, c'est non. Pourquoi c'est non, les bancaires? Alors, pour différentes raisons. Hein. Tu regardes l'Eurostoxx Bank, depuis 15 ans, c'est le secteur qui sous-performe l'ensemble des secteurs. Ça se paye super mal, les bancaires, ça vaut rien en fait. Et puis, quand tu regardes les graphiques sur les 5-7 dernières années, tu te rends compte que elles sont passées des zones basses aux zones hautes. BNP autour de 70 €, Sogé vers 27-28 €. Pour moi, c'est des zones de prise de bénéfices où si tu avais des bancaires, tu as bien profité, tu as pris tes dividendes, tu sors et tu mets autre chose en portefeuille. D'autant plus quand on a des indices très hauts, quand on a des mouvements, des soubresauts qui peuvent arriver sur les marchés. S'il y a du ralentissement économique, c'est des valeurs cycliques qui se feront tacler. Surtout que là, les taux sont hyper hauts, donc ça devrait être la manne. Enfin, c'est la manne pour les banques. Hein. Elles se gavent en ce moment grâce à vos dépôts. D'ailleurs, si vous avez de l'argent sur vos comptes bancaires, vous pouvez. Enfin, le président de votre banque devrez vous envoyer un petit mot parce qu'en fait, c'est lui qui encaisse l'argent que gratuitement. En fait, il encaisse l'intérêt et en ce moment, il encaisse 3, 4, 5%. Il y a quelques néo-courtiers qui rémunèrent le cash et c'est très important de se poser cette question-là aussi. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a du Worldline. Donc Worldline, il est à moins 65%. Donc là, on est dans le fameux... Là, il est piégé là. On laisse couler. Hein. Duel, moins 40%. Worldline, moins 60%. Alors... Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Là-dessus... Rémi Cointreau aussi, alors déjà, grosse plaque. L'expression que j'utilise souvent, c'est vaut mieux se couper un doigt qu'une main. Bon, là, c'est plutôt une main que le bras entier. Ouais. Ça reste une petite position quand même sur un PEA à 130 000, tu vois. C'est 5 000, 6 000 euros. Enfin, c'est pas petit, mais dans l'absolu, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il va les oublier. Ça va gréver la performance globale de son portefeuille. Il y a un impact moral quand même qui est là. Hein. Quand tu ouvres ton portefeuille, que tu as 10 lignes à moins 30, moins 40, moins 50. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Les marchés sont sur des records historiques. Si demain, il y a une correction de marché, ça, c'est des valeurs qui vont encore continuer de baisser, d'être sous pression, d'être vendu, d'être shorté, etc. Tu peux revenir tout en haut, c'était Téléperformance où il avait aussi la grosse ligne. Téléperformance, ouais. Alors, Téléperformance, là, il y a un vrai risque pour le coup. Il y a des gens à qui on va dire il faut mettre un stop de protection et qui vont dire ah non, moi je fais pas d'analyse graphique, je veux pas de stop de protection. Il n'y a aucun problème. Dans ces cas-là, fais un stop psychologique sur une somme donnée ou un pourcentage de ton capital ou même un stop fondamental sur est-ce que le business de la société ou la façon dont elle est vue par le marché a changé ces derniers temps. Bien sûr, fait que ma thèse d'investissement de départ est toujours respectée, oui ou non. Donc il faut se poser. En fait, il faut une porte de sortie sur chacun des actifs que tu détiens. C'est vrai, c'est un bon point. Donc, on n'y pense pas assez. Je dis pas de là mettre des stops sur ces 25 valeurs, etc. et des trucs techniques, etc. Mais il est pas tolérable et dangereux pour sa performance globale de laisser couler trop longtemps. Là, il y a une fuite. Faut nettoyer, faut couper certaines lignes, certaines. Bon bah voilà, il se dit je vais les garder, mais je me mets une limite psychologique, mentale, perte maximum, pourcentage, tout ce que tu veux. Mais il faut réduire le nombre de lignes et couper certains mauvais élèves. Surtout que tu paieras pas, enfin même si tu vends une ligne en plus-value, tu paieras pas d'impôt tant que ça reste au sein du PEA, donc il n'y aura pas d'incidence fiscale pour toi. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pas de métaux chez ce monsieur. On va regarder, avant de passer à ça, on va regarder rapidement le PEA PME qu'il utilise aussi de façon assez active puisqu'il met du small cap dedans. ABC Arbitrage, grosse valeur à dividende, on en a déjà un peu parlé. Trop cher, donc il a acheté très cher. Un dépense. Très bon dividende. Mais bon. Il va devoir toucher des dividendes pendant 4 ans avant de revoir son PRU. C'est vrai, c'est vrai. Faut bien le mettre en opposition. Indépendance et expansion. Bon, j'avais reçu William
Migons, je vous mets le lien juste ici, franchement c'est une masterclass. Superbe interview, j'ai adoré. Ouais, mais c'est une masterclass vraiment, je dis pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je me suis régalé. William Migons, pour info, c'est le meilleur gérant small cap au monde. Je sais pas si on l'a assez souligné, il fait 5 points d'alpha par an depuis 30 ans. C'est-à-dire que depuis 30 ans, il fait 5 points de mieux que son indice de référence. C'est mieux que Warren Buffett, tout simplement. Après, c'est une niche, c'est un tout petit fonds, c'est quelques centaines de millions d'euros, enfin un petit fonds, mais c'est vraiment un artisan du small cap, donc ça c'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui t'intéressent particulièrement? Il y a quand même beaucoup de grosses baisses là-dedans. Tokinol, c'est joli. Katana, bon, on va dire middle neutre. Robertet, très belle société. Virbac, belle boîte. Eutelsat, c'est un peu dangereux. Eutelsat, c'est la cata, ouais. Elena, il est flat. Big Ben, bon, c'est compliqué, le secteur du jeu vidéo en France. Ouais. Vieille boîte, ça, Big Ben. C'est vraiment de la micro-valeur. Là, de toute façon, je vois que les montants sont quand même... Oui, c'est faible. Tu vois, là... C'est ABC Arbitrage qui mange tout, en fait. Modo sous Robertet, tu peux faire un clinage, quoi. Ouais, tu peux tout cliner. Ça te parle? CBO Territoria? C'est vieux, je sais plus ce que fait cette société-là. C'est à La Réunion. Mais je savais pas. Franchement, là, je savais pas. Mais c'est chez toi, là. C'est à La Réunion. Bon, bah, t'es obligé... C'est bien que j'avais vu ça. Elle était obligée d'en acheter. Pour la peine, tu deviens actionnaire de CBO Territoria à partir de cette vidéo. Qu'est-ce que ça donne en bourse CBO Territoria sur le long terme? Bon, ça c'est une valeur à dividende, ça. Ouais. Je pense que ça doit distribuer du dividende. Bah voilà, on voit un 6,40, ça paye un coupon. Ouais. C'est la foncière, quoi. C'est la foncière cotée. Tu voulais savoir s'il avait des métaux précieux? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Non, je n'en vois pas. Il y a de la crypto chez Swissborg. Bon, j'aurais préféré que tu sois chez Finari, mais bon, ça, je ne peux pas te le reprocher. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? BTC, ETH, Solana, classique. Et après, qu'est-ce que c'est? Bah tiens, t'as du Tether Gold. Tether Gold, c'est un stable gold qui est quand même assez intéressant. L'or fait quand même des plus hauts historiques en ce moment. Ouais. Plutôt sympa. Voilà, bah là en fait, tu es propriétaire de vrai or. Enfin, c'est backé par de l'or physique. Donc ça peut être intéressant. On voit que ça a une market cap quand même assez significative. Donc si vous voulez détenir de l'or en crypto, ça peut être intéressant. Mon avis très personnel, c'est que si vous achetez de l'or, achetez plutôt du vrai or, un lingot, plutôt des pièces même, ça se vend, c'est plus simple à vendre. Mettez-les dans un coffre et soyez propriétaire de quelque chose de physique, parce que si tout fout le camp, c'est l'or physique qui permettra de se sauver. C'est pas un stable, enfin c'est pas un coin sur la blockchain. On regarde les questions pour finir. 2 ETF World investis dans 2 ETF. Ouais, tu nous l'as dit, surtout parce que l'ETF qualité présente un meilleur rendement historique. J'en avais parlé d'ailleurs sur mon compte X. Est-ce une stratégie viable à long terme? Ouais, totalement. Il lisse sa performance, c'est complémentaire. Si lui le vit mieux d'être comme ça, de toute façon, tu sais, c'est personnel, les portefeuilles. Mais il y a les règles de quelles enveloppes il faut détenir, il y a les grandes règles, locations il faut respecter, quelle fiscalité optimiser. Après, s'il veut avoir 2 ETF, tant qu'il en a pas 35. Tant qu'il nous fait un petit ménage d'été, c'est bien. Tout va bien. Tu nous avais dit que tu voulais être à la retraite dans 5-10 ans, donc on s'est amusé à faire des petites simulations. On a dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si, en prenant juste ton patrimoine financier actuel et tes investissements actuels, où est-ce que ça t'emmène? En fait, dans 10 ans, tu y es déjà. Dans 10 ans, tu y es déjà. Tu es à 5 000 € par mois brut de fiscalité. Net de fiscalité. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que tu vends une partie de ton capital. Tu vends 4%, je pense que c'est le taux de retrait qu'on a mis. 4%, voilà. Vous pouvez le modifier si vous voulez. Le simulateur, on va vous mettre le lien dans la description. On a regardé aussi sur une période un peu plus longue ou courte? Un peu plus longue, 25 ans. Ouais. Bon là, il n'y a même plus photo, quoi. Donc pour te dire qu'en fait, tu y es déjà à ton FIRE, tu pourrais déjà arrêter de travailler à 28 ans, vivre de tes investissements financiers. Tu peux encore accélérer la marche si tu vends ton immobilier et que là, en gros, tu doubles ton patrimoine financier. On peut le faire. On va dire que en plus, tu n'as aucune dette. Donc, c'est magnifique. Il quitte sa résidence principale, il achète un truc plus petit, il augmente le montant du patrimoine qui travaille. Voilà, là, dans 10 ans, t'es à 10 000 € par mois. Alors évidemment, c'est des simulations hyper simplistes. C'est que il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'histoire de. Voilà, on fait très très simple. Mais bon, je pense qu'entre ce que tu nous écris là, où j'ai l'impression que pour toi, t'es encore très loin de l'objectif, et en fait, la réalité, c'est que t'es vraiment pas mal. Donc maintenant, la question à te poser, c'est quelle vie tu vas avoir. Fais les ajustements en fonction. Peut-être vendre ton appartement, peut-être. Mais moi, je pense que plutôt, tu peux être dans une optique d'amélioration de ton train de vie parce que t'as clairement les moyens. Et en plus, tu fais un petit peu de clean, comme Nico te le disait dans tes comptes. Tu vas pouvoir avoir un portefeuille boursier qui est très propre et qui te permettra d'atteindre tes objectifs, donc très propre. Il va écouter la vidéo, il va couper quelques lignes, faire un peu de cash, il va se dire c'est bon, je peux me payer un voyage. Exactement. Et tire à la réunion chez CBO Territoria avec Nico.
Nico qui a une action. Voilà. Vous êtes tous les deux actionnaires. Fire c'est bien, mais vivre c'est... Vivre c'est mieux. Aussi. Voilà, vivre c'est important quand même de profiter. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine avec Nico, tout seul, avec quelqu'un d'autre, eh bien vous postulez, le lien est dans la description. Je fais une vidéo comme celle-ci tous les dimanches. Je vous souhaite des bons investissements d'ici là et je vous dis à très vite. Ciao.